Comprendre le monde, ce n'est pas seulement suivre l'actualité, c'est aussi comprendre les espaces où les décisions se prennent et les mots qui structurent les relations internationales. Bonjour à tous, je suis Rachel Soumbou, votre journaliste. Bienvenue dans votre podcast Women Shaping Diplomacy. Ici, nous décryptons le monde à travers celles qui le façonnent. Dans cet épisode, je vous propose de tenter de comprendre ce qu'est le multilatéralisme tel qu'il se vit réellement de l'intérieur et à travers un regard croisé entre l'Afrique et l'Europe sur la diplomatie contemporaine. Et pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Madame Berisha Pauline Oyiba, conseillère à la délégation permanente de la République gabonaise auprès de l'UNESCO à Paris. Née et formée entre l'Afrique et l'Europe, elle a construit son parcours académique entre le Gabon, la France et le Royaume-Uni, mêlant diplomatie, relations internationales et communication politique. Après plusieurs années d'engagement au sein de l'UNESCO, de stagiaire à experte, elle est finalement nommée donc en janvier 2024 conseillère à la délégation permanente du Gabon auprès de l'UNESCO par son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Berisha, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rachel, merci à toi pour cette invitation et pour cette introduction. Plaisir partagé. Alors Berisha, avant d'entrer dans le vif du sujet, question d'ordre général. Je vous propose donc de revenir sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené vers la diplomatie ? Alors, la diplomatie, au regard de mon parcours, n'est pas un concept abstrait ni une fonction figée. C'est avant tout un outil de dialogue, de représentation et de construction de passerelles entre les peuples. Ayant grandi, comme tu l'as si bien dit, entre l'Afrique et l'Europe, j'ai très tôt été confrontée à des différences de culture, de perception et d'intérêt. Cela m'a naturellement conduite vers les relations internationales, plus vers la diplomatie. Sur le terrain, j'ai compris que la diplomatie ne se limite pas aux négociations formelles. Elle se joue aussi dans l'écoute, la compréhension des enjeux humains, culturels et politiques. Aujourd'hui, la diplomatie représente pour moi un engagement au service de mon pays, un espace où l'on porte une voix, des valeurs et une vision. Un engagement donc au service de votre pays, pour reprendre ce que vous venez d'évoquer. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif de notre échange aujourd'hui, Berisha, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce qu'est le multilatéralisme, parce qu'on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup de choses, on a des idées reçues, mais voilà, finalement, concrètement, l'objectif, voilà, qu'est-ce que le multilatéralisme aujourd'hui ? Comment est-ce que vous, Berisha, vous définiriez simplement le multilatéralisme aujourd'hui ? Alors, pour moi, le multilatéralisme, c'est avant tout un espace de dialogue et de coopération où plusieurs États choisissent de travailler ensemble pour répondre à des défis communs, comme à l'UNESCO, tels que l'éducation, la culture, la science, la paix ou encore le développement durable. Ayant grandi entre l'Afrique et l'Europe et évoluant aujourd'hui au sein d'une organisation internationale comme l'UNESCO, je le perçois comme un cadre vivant, façonné autant par les institutions que par les femmes et les hommes qui les font fonctionner. Aujourd'hui, le multilatéralisme ne se limite plus aux relations entre États. Il intègre également les organisations internationales, la société civile, les experts, la jeunesse et de plus en plus les femmes qui participent activement aux réflexions et aux décisions, comme on peut le voir aujourd'hui. De l'intérieur, on comprend bien que c'est un système parfois lent et perspective, mais toutefois indispensable, car aucun État ne peut aujourd'hui, à lui seul, faire face aux grands enjeux mondiaux actuels. Donc finalement, un cadre vivant, vous venez de l'évoquer, un espace de dialogue et de coopération. Et ça m'emmène donc à poursuivre donc sur la question suivante, une question peut-être naïve, vous y avez partiellement répondu. Concrètement, à quoi sert aujourd'hui, à quoi ça sert pour un État de s'inscrire dans une dynamique multilatérale? J'entends en fait, qu'est-ce que le multilatéralisme permet à un État en termes de coopération, en termes de visibilité ou en termes de positionnement international? Alors, pour un État, le multilatéralisme est avant tout un levier de visibilité, d'influence et de coopération. Il permet de porter ses priorités sur la scène internationale, de défendre ses intérêts tout en contribuant à des objectifs communs. Pour un pays comme le mien, le Gabon, il offre également la possibilité de faire entendre sa voix, de valoriser ses initiatives nationales
et de s'inscrire dans des partenariats durables, notamment dans les domaines clés couverts par l'UNESCO. Aujourd'hui, Berisha, le multilatéralisme a évolué. On entend donc beaucoup cette notion de multilatéralisme contemporain. Et donc ma question est la suivante. Pourquoi parle-t-on d'un multilatéralisme contemporain? En quoi le multilatéralisme a-t-il évolué? Alors pourquoi parle-t-on d'un multilatéralisme contemporain? On parle aujourd'hui de multilatéralisme contemporain parce que le monde dans lequel il s'exerce n'est plus celui d'hier. Les crises, Rachel, ne sont plus uniquement politiques ou sécuritaires, elles sont désormais multidimensionnelles, climatiques, sanitaires, économiques, technologiques et sociales. En Afrique, ces crises se manifestent souvent de manière plus intense, touchant directement les populations, la jeunesse et les systèmes éducatifs et sanitaires. Par ailleurs, les acteurs du multilatéralisme se sont multipliés. Aux États s'ajoutent désormais les organisations régionales, comme j'ai dit tout à l'heure, la société civile, le secteur privé, les jeunes et les femmes qui revendiquent une place dans les processus de décision, ce qui est tout à fait normal. Les populations africaines en particulier attendent des résultats concrets, visibles et adaptés à leur réalité locale, et non plus uniquement des engagements politiques ou des déclarations de principe. Dans ce contexte, le multilatéralisme ne peut plus rester figé. Il doit s'adapter, se réinventer et devenir plus inclusif, en intégrant des enjeux contemporains majeurs tels que le numérique, l'emploi des jeunes, l'égalité des genres, la culture et le développement durable. Pour l'Afrique, le multilatéralisme contemporain représente aussi une opportunité, celle de passer d'un rôle souvent perçu comme passif à une position plus stratégique, proactive et influente dans la gouvernance mondiale. Donc finalement, Berisha, vous évoquez donc un multilatéralisme contemporain, donc on l'a dit, hein, qui évolue parce que les crises sont de plus en plus complexes, les acteurs sont de plus en plus nombreux, les enjeux évoluent. Mais alors la question que j'aimerais vous poser concrètement, est-ce que le multilatéralisme fonctionne encore réellement de nos jours, puisque on parle de crises de plus en plus complexes? Oui, Rachel, il fonctionne, mais différemment. Il est parfois contesté, c'est vrai, parfois fragilisé, mais il reste indispensable. Les organisations internationales s'adaptent en réformant leurs mécanismes, en renforçant les partenariats régionaux et en donnant davantage de place aux États. Et comme le dit souvent l'ambassadeur de la République gabonaise auprès de l'UNESCO à Paris, son Excellence Madame Rachel Annie Kogula Akiko, épouse Obiang Meyo, chaque pays a sa place, chaque État a sa place. Un pays est égal à une voix et c'est important de le mentionner ici. Chaque État a sa place, donc chaque pays porte sa voix. Et ça m'emmène tout justement, Berisha, à vous poser donc la question suivante. Quand on parle de multilatéralisme, de relations internationales de manière générale, on entend beaucoup donc cette notion de coopération, de souveraineté, d'équilibre ou encore de partenariat gagnant-gagnant. Concrètement, lorsqu'on est diplomate, comment appréhender ces notions? Comment ces notions organisent-elles le fonctionnement même du multilatéralisme? Alors ici, pour le fonctionnement du multilatéralisme, je vais parler de 3 points, enfin de 3 notions précises: la coopération, la souveraineté et le partenariat. Parce que ces notions structurent le multilatéralisme. La souveraineté reste centrale, chaque État conserve ses priorités. La coopération permet de mutualiser les ressources et les partenariats gagnant-gagnant visant à créer un équilibre entre intérêts nationaux et objectifs communs. En tant que diplomate, il faut constamment trouver ce juste équilibre. Trouver un juste équilibre. J'aimerais revenir sur un point, ou du moins poursuivre sur un point, Berisha. Donc, on a bien compris, hein, vous l'avez évoqué, le multilatéralisme aujourd'hui est un espace de dialogue, de coopération, un cadre vivant, hein, pour reprendre encore vos propos. Comment concrètement, lorsqu'un État donc s'inscrit dans une coopération bilatérale, comment est-ce que cette coopération bilatérale entre les deux États peut-elle se prolonger dans un cadre multilatéral comme l'UNESCO?
Une coopération, bilatérale, Rachel, peut tout à fait, se prolonger dans un cadre multilatéral. À l'UNESCO, les États travaillent souvent, par groupes régionaux ou thématiques. Le Gabon, par exemple, peut porter des projets communs avec d'autres États africains dans les domaines de la culture ou de l'éducation qui sont ensuite discutés et validés au niveau multilatéral. C'est une continuité. Le bilatéral nourrit le multilatéral. Tout à l'heure, Berisha, donc on a parlé de coopération, de souveraineté, hein, tous ces concepts qui sont aujourd'hui les piliers des relations internationales. Mais concrètement, comment, dans un cadre multilatéral, comment concilier les intérêts de chaque État avec les objectifs communs? Ben, je te dirais que c'est tout à fait le rôle de l'UNESCO. L'UNESCO joue un rôle central de coordination, de cadre normatif et de plateforme de dialogue. Elle permet aux États de coopérer dans des domaines essentiels à la paix durable, l'éducation, la science, la culture et la communication. Et ma question est de savoir comment l'UNESCO s'assure que les accords des parties prenantes sont respectés. L'UNESCO fonctionne sur la base d'une coopération multilatérale fondée sur le respect mutuel et l'égalité souveraine des États membres. Pour te dire un peu, pour garantir que chaque État, c'est-à-dire chaque pays, dans les 193-194 États, soit respecté et trouve sa juste place, plusieurs mécanismes sont mis en œuvre. Un principe d'égalité souveraine, une charte et règles claires de l'UNESCO, des dialogues et des consensus, des représentations équilibrées et une sorte de médiation et respect des engagements. Pour t'en dire encore un peu plus sur le principe d'égalité souveraine, chaque État membre dispose d'un droit égal de participation, que ce soit dans les instances décisionnelles comme la conférence générale ou le conseil exécutif. Chaque voix compte, indépendamment de la taille ou de la puissance du pays. Et je reviens encore sur une phrase que me disait l'ambassadeur de l'UNESCO qui disait qu'il n'y a pas de petit pays en diplomatie, parce que vraiment un pays égale une voix, peu importe la taille de ton pays, peu importe le nombre d'habitants. Comme mes frères camerounais aiment souvent faire, rigoler du Gabon. Ici, tout le monde est... Un pays est égal à une voix, tout le monde est logé à la même enseigne, tout le monde a la même voix, et on écoute tout le monde. Et ensuite, en ce qui concerne la charte et les règles claires, l'UNESCO est régie par une constitution et des règlements internes qui définissent les droits, devoirs et procédures. Cela assure que toutes les décisions se prennent dans un cadre transparent et équitable. Donc les États sont encouragés à dialoguer, négocier et parvenir à des consensus pour que les décisions majeures, ce qui garantit une inclusion réelle de toutes les parties. Donc finalement, l'UNESCO joue dans son domaine de compétences un rôle de régulateur, si je peux le dire ainsi. Bien sûr, parce que, par exemple, en cas de tension de désaccord, l'UNESCO agit comme une plateforme neutre facilitant la médiation. De plus, les États s'engagent à respecter les conventions et accords adoptés sous peine de sanctions diplomatiques ou politiques. On est tout de même dans une instance très sérieuse quand on fait le choix de collaborer et de coopérer ensemble, on le fait quand même sérieusement, on parle d'État. Donc oui, tout à fait, Rachel. Totalement. Alors, j'aimerais, Berisha, donc poursuivre sur, tout à l'heure, vous l'avez dit, hein, il n'y a pas de petit pays, chaque voix compte et j'aimerais poursuivre donc, avec, ce focus sur l'Afrique parce que je rappelle donc que vous êtes originaire du Gabon, vous l'avez évoqué, vous avez vécu vous vivez en France aujourd'hui, vous avez vraiment ce regard croisé Afrique-Europe, Europe-Afrique et je pense que c'est important, essentiel aujourd'hui de faire ce focus, comprendre aujourd'hui comment l'Afrique se positionne dans ce cadre multilatéral. Quelles sont vos analyses? Comment, selon vous, aujourd'hui, l'Afrique se positionne dans ces espaces multilatéraux? Avec mon double encadrage Afrique-Europe, je constate que les États africains sont de plus en plus actifs et stratégiques dans les espaces multilatéraux. Pour le cas du Gabon en particulier, le Gabon s'inscrit dans une dynamique de valorisation de ses priorités nationales, tout en contribuant aux agendas régionaux et internationaux. Et qu'est-ce que vous observez donc concrètement, Berisha, donc dans la manière dont les pays africains et les pays européens portent leurs priorités à l'UNESCO? J'entends vraiment dans les pratiques, hein. Les approches peuvent différer, mais les priorités convergent de plus en plus, notamment sur la culture, l'éducation et la jeunesse.
Les pays ont tous un intérêt commun, hein, sincèrement, donc c'est ce que je c'est vraiment sur ça que je veux m'arrêter. D'accord. L'Union africaine porte une ambition forte aujourd'hui, celle d'une Afrique, actrice de la gouvernance mondiale, une ambition qui a été, portée à travers, l'agenda 2063. Comment est-ce que, cette, ambition de l'Union africaine se traduit-elle de manière générale dans les cadres multilatéraux? Alors de ce que je sais, l'agenda 2063 traduit une volonté claire, faire de l'Afrique un acteur à part entière de la gouvernance mondiale. Ça, c'est un point. Maintenant, à l'UNESCO, cela se matérialise notamment à travers la priorité Afrique, qui vise à intégrer les enjeux africains dans les programmes et les politiques de l'organisation. Plusieurs initiatives portées par des États africains dans le Gabon illustrent cette dynamique. À travers mon expérience à l'UNESCO, j'observe concrètement la manière dont le Gabon s'inscrit dans la dynamique de l'agenda 2063, notamment en contribuant à la priorité Afrique de l'organisation. Pour te dire, le pays s'est illustré par son engagement en faveur de la préservation du patrimoine culturel et naturel, la valorisation, de sites classés. Tu pourras regarder, après sur le site de l'UNESCO les sites qui ont été classés au patrimoine, du Gabon, ainsi que par son positionnement constant sur les questions environnementales et culturelles. Cette dynamique est aujourd'hui renforcée par la vision et l'impulsion de son excellence, président de la République, gabonaise, monsieur, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui œuvre à redonner, au Gabon une place crédible, active et respectée sur la scène multilatérale. Ces actions traduisent, une volonté claire, faire du Gabon un acteur africain pleinement engagé dans la gouvernance mondiale. Donc, si j'essaye de résumer, si j'ai bien compris, aujourd'hui, le Gabon, en fait de la culture un véritable levier de positionnement et de rayonnement. Exactement, vraiment la culture est un puissant levier de rayonnement pour le Gabon. Et donc, vous l'avez expliqué, hein, aujourd'hui, au sein de l'UNESCO, la priorité Afrique essaye donc de traduire hein, ces ambitions de l'UA hein, par rapport au fait de voir une Afrique actrice de la gouvernance mondiale. Mais est-ce que, parallèlement à ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, l'UA travaille directement avec l'UNESCO sur ces questions-là? Je dirais bien évidemment parce qu'aujourd'hui la priorité Afrique, s'appuie, beaucoup sur l'agenda de l'Union africaine. Maintenant, ici on parle de l'UNESCO, donc je ne vais pas m'avancer sur l'Union africaine parce que je n'en maîtrise pas vraiment l'organisation. Mais de ce que je sais, de ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que, la priorité Afrique, ne fait rien sans s'appuyer sur sa base, si je peux dire ça comme ça, sur l'Union africaine et sur, tous les pays, en fait, travaillent ensemble, hein. Ils coopèrent, tous les pays africains, vu que là, on parle de la priorité Afrique. À l'instant, donc, on a évoqué la culture hein, comme levier de positionnement et de rayonnement. Hein. Vous l'avez souligné, le Gabon aujourd'hui est très porté sur cette question de la culture. Comment est-ce que vous, Berisha, votre double culture Afrique-Europe vous permet de contribuer concrètement à ces dynamiques? Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, la culture est un puissant levier de rayonnement. À l'UNESCO, la valorisation des cultures africaines permet non seulement de préserver le patrimoine, mais aussi de renforcer l'identité et la visibilité du continent. Ma double culture me permet de servir de passerelle, de faciliter le dialogue et la compréhension, pardon, mutuelle. C'est vrai que c'est plutôt un avantage pour moi, et ayant grandi entre le Gabon, la France, le Royaume-Uni, Monaco, ayant aussi fait quelque temps un petit séjour au Ghana. Donc c'est un avantage, de comprendre les cultures. Ça te permet de savoir comment t'adresser, comment parler et comment faire certaines choses, et dans cette organisation-là, c'est très important parce que le dialogue, c'est le socle, le dialogue, c'est la base, si je peux, dire ça de cette façon. Et quelles sont, selon vous, les actions qui devraient être mises en place, je dirais de manière générale, les chantiers sur lesquels se focaliser davantage pour renforcer justement ce rayonnement culturel africain? Pour renforcer la place, et la voix de l'Afrique dans le domaine culturel à l'échelle mondiale, on peut dire que plusieurs axes stratégiques,
doivent être ou peuvent être, privilégiées, par exemple la valorisation et la préservation du patrimoine culturel. On le sait, aujourd'hui, l'Afrique possède une richesse culturelle exceptionnelle, avec des patrimoines immatériels et matériels uniques. La protection, la restauration et la promotion de ces patrimoines, par exemple, via l'inscription des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont des leviers essentiels. Et je dirais aussi la promotion des industries culturelles et créatives. Il faudrait et il faut peut-être penser à investir dans le développement des arts, de la musique, du cinéma, de la littérature, du design, et cetera, qui sont des vecteurs de rayonnement et d'économie locale. Le soutien aux artistes et aux créateurs africains ainsi que l'accès aux marchés internationaux sont prioritaires. Certains pays le font déjà, mais ici, je vais vraiment m'appuyer sur le Gabon, qui a su se positionner comme un acteur culturel reconnu grâce à plusieurs facteurs clés, notamment un engagement politique fort. Le gouvernement gabonais a inscrit la culture parmi ses priorités, avec des politiques publiques et des investissements ciblés dans la protection du patrimoine, le soutien aux artistes et l'organisation d'événements culturels et internationaux. Une scène culturelle dynamique et innovante aussi, parce que le Gabon bénéficie, d'artistes, écrivains, musiciens et créateurs reconnus qui contribuent à faire rayonner la culture gabonaise à l'échelle, régionale, mondiale. Je parlerai aussi, pour finir, de partenariats internationaux solides. Le Gabon travaille étroitement avec l'UNESCO et d'autres organismes pour valoriser ses patrimoines, comme par exemple le parc national de la Lopé, que je t'inviterai à visiter un jour si tu viens nous rendre visite au Gabon, qui est inscrit au patrimoine mondial. Et le Gabon, en fait, promouvoit la diversité culturelle et porte des projets culturels ambitieux, tout simplement. Berisha, je vais juste, permettez-moi, hein, de resituer un peu le contexte, hein, pour, notre audience aussi qui nous écoute, c'est important. On a dit que on a enfin, vous avez expliqué en début d'entretien, ce qu'est le multilatéralisme, hein, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça implique? On a parlé donc, du rôle de l'UNESCO aujourd'hui dans un contexte, on va dire, international, dans ce cadre multilatéral. On a parlé donc du positionnement de l'Afrique. Vous avez donné donc l'exemple du Gabon sur plusieurs initiatives et à l'instant, on a parlé encore de la culture. Une fois que tout cela a été dit, je pense qu'il serait quand même important de revenir sur le rôle d'une délégation, hein, et notamment donc de la délégation du Gabon, et notamment et également donc sur ces projections stratégiques. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui de manière générale? Je sais que vous allez nous donner effectivement l'exemple du Gabon. Quel est le rôle d'une délégation permanente auprès de l'UNESCO? Et plus précisément, dans un second temps, nous expliquer quel est le rôle de l'ambassadeur, comment s'articule également votre rôle à vous en tant que conseiller aux côtés de l'ambassadeur. Simplement, la délégation permanente représente, l'État auprès de l'UNESCO. C'est-à-dire la délégation permanente représente son pays auprès de l'UNESCO. C'est simplement ça. Ensuite, pour, venir sur, l'ambassadeur porte la vision, politique et en tant que conseiller, mon rôle est d'appuyer cette action, d'analyser les dossiers, de suivre les négociations et de contribuer à la mise en œuvre des priorités gabonaises. Étant donné que, tu savais que j'allais, obligatoirement m'appuyer sur le Gabon. Alors, si j'ai une question pour être dans la continuité de ce que vous venez d'évoquer, hein, je sais qu'il n'y a pas de journée type, chaque jour est différent, mais si on doit plonger dans votre quotidien, comment ça se passe concrètement une journée avec Madame Berisha en tant que conseiller? Madame Berisha, en tant que conseiller, se lève, le matin, va au travail, arrive au bureau, regarde, son calendrier. Est-ce qu'elle a des notes verbales à faire? Est-ce qu'elle a des lettres de félicitations? Est-ce qu'elle a des courriers à rédiger? Ou est-ce qu'elle a des réunions ou, en salle, par exemple? Est-ce que c'est une semaine ordinaire? Quand je dis une semaine ordinaire, il y a des semaines, plutôt particulières quand c'est la conférence générale, le conseil exécutif. Voilà, est-ce que j'ai des réunions? Est-ce que j'ai des entretiens? Qui je dois appeler? Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois voir? Donc c'est simplement ça, c'est une journée ordinaire, de diplomate à l'UNESCO. Mais dans votre rôle à proprement parler en tant que conseiller, bon, on entend, hein, on comprend ce qu'est un conseiller. Quelles sont vos, comment dirais-je, quelles sont vraiment vos compétences à ce niveau-là et où sont vos limites?
en tant que conseiller? Quel est votre périmètre et où sont vos limites? Alors Rachel, pour faire simple et répondre à ta question de manière précise, si l'on dépasse, l'aspect opérationnel de mon poste d'un point de vue stratégique, mon rôle en tant que conseiller à la délégation permanente de la République gabonaise auprès de l'UNESCO consiste avant tout à accompagner les plus hautes autorités. De quelle manière et comment? Je vais vraiment décliner pour que on puisse, bien comprendre. Ben, accompagner la mise en œuvre au niveau multilatéral de la vision des orientations définies premièrement par le chef de l'État, déclinées par le gouvernement et portées dans l'action diplomatique par le ministre des Affaires étrangères sous l'autorité de l'ambassadeur représentant permanent. Donc, quand on est au sein d'une délégation, on est, obligatoirement sous l'autorité de la chef de mission diplomatique qui est l'ambassadeur représentant permanent. Aussi, dans ce cadre, je me positionne, comme une facilitatrice institutionnelle et stratégique. Simplement parce que mon rôle, sera de contribuer à la traduction concrète des priorités nationales du Gabon dans les travaux de l'UNESCO, en veillant à leur cohérence avec les cadres normatifs, techniques et diplomatiques de l'organisation et en assurant une circulation fluide de l'information entre les différents acteurs concernés. Aussi, c'est très important de préciser qu'au sein de la délégation, permanente, du Gabon, auprès de l'UNESCO à Paris, le travail se fait de manière collective et hiérarchisée. Durant le mandat de l'ambassadeur sortante, j'ai exercé mes fonctions de conseiller en étroite collaboration avec elle en tant que collaboratrice directe, notamment dans la préparation des dossiers, l'analyse des enjeux, le suivi des travaux et l'appui à la représentation du Gabon dans les instances de l'UNESCO. Ces responsabilités s'inscrivaient pleinement dans le cadre des orientations arrêtées par les plus hautes autorités de l'État, comme je le disais au départ. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre à cela? Je pourrais dire que être conseiller dans un contexte multilatéral, ce n'est donc pas décider seul, mais appuyer la décision, anticiper, coordonner et faciliter les interactions entre les priorités politiques nationales, les exigences du multilatéralisme et les différents partenaires institutionnels. Et permets-moi d'ajouter, Rachel, qu'un conseiller doit faire preuve de diplomatie, de rigueur, de discrétion et d'un sens aigu de l'État. Il doit également disposer de solides capacités d'analyse, d'adaptation et d'une connaissance approfondie de son pays, surtout à l'UNESCO parce qu'on a quand même, le volet culturel. Donc, quand je dis connaissance approfondie de son pays, c'est aussi de ses réalités administratives, de ses priorités stratégiques, afin de représenter le Gabon avec justesse, loyauté, efficacité, parce que c'est ce que nous faisons en tant que diplomates. Nous portons en fait le Gabon sur la scène internationale et pour porter son pays, il est essentiel de bien le connaître. C'est donc dans cet esprit que j'exerce aujourd'hui mes fonctions de conseiller, hein, au service de la diplomatie gabonaise, dans le respect de la hiérarchie institutionnelle d'abord et avec pour objectif de contribuer, comme je le dis tout le temps et comme je le redis, au rayonnement du Gabon au sein de l'UNESCO. Alors, tout à l'heure, donc, je disais, hein, les projections stratégiques, quelles sont, aujourd'hui donc les priorités de la délégation, permanente du Gabon, à l'horizon 2026? Bah, les priorités de la délégation permanente du Gabon s'appuient d'abord sur la vision du chef de l'État, son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, qui porte notamment sur la valorisation de la culture, le renforcement des capacités éducatives et la place de la jeunesse dans un contexte multilatéral en mutation. Donc culture, éducation et un volet, axé sur la jeunesse. Alors, Berisha, donc j'aimerais qu'on poursuive donc, avant de conclure, hein, j'aimerais que nous puissions, poursuivre sur, un dernier volet qui constitue, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le cœur de ce podcast, de cette initiative Women Shaping Diplomacy. Donc vraiment, la place des femmes aujourd'hui, dans la gouvernance et donc en ce qui vous concerne, la place des femmes dans ces enceintes, hein, au sein de ces enceintes multilatérales. Quelle place occupent les femmes, j'ai envie de dire, à l'UNESCO? Alors, on peut voir qu'à l'UNESCO, les femmes sont de plus en plus présentes, notamment
en tête de liste parce que les ambassadeurs, pour la plupart, sont des femmes. Au niveau de la délégation permanente de la République gabonaise auprès de l'UNESCO à Paris, nous avons quand même, un plus grand nombre, de femmes que d'hommes et comme je le disais, plus tôt, les femmes sont de plus en plus présentes au sein des institutions internationales comme l'UNESCO, l'ONU et leurs mécanismes spécialisés. Leur participation se manifeste par une visibilité accrue dans les programmes des responsabilités, dans des projets majeurs et l'intégration croissante du genre comme priorité globale. Cependant, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une véritable égalité dans les postes décisionnels et dans toutes les sphères d'influence. Les organisations internationales peuvent encourager cette dynamique et encourage cette dynamique déjà même par des politiques, internes fortes, la valorisation des parcours féminins et la sensibilisation des États membres à l'importance de nominations équilibrées entre les femmes et les hommes. Et c'est tout à fait l'exemple du Gabon parce qu'on peut voir que pendant la transition et même après la transition, à des postes stratégiques, il y a des femmes. Aujourd'hui, le ministre, des affaires étrangères et de la coopération au niveau international au niveau du Gabon, c'est une femme. La présidente du Sénat au niveau du Gabon, avant la transition, c'était une femme. Après la transition, c'est encore une femme et on peut citer, plein d'exemples, mais revenant sur le cas de l'UNESCO. Il faut, savoir qu'à l'UNESCO, l'égalité des genres est intégrée dans les priorités mondiales. L'organisation publie régulièrement des rapports, hein, sur l'avancement de l'égalité, promeut des programmes pour renforcer l'accès, des femmes à l'éducation, à la science, à la technologie et lutte contre les violences basées sur le genre à l'échelle mondiale. Alors si j'élargis ma question, donc si j'essaie de résumer dans un premier temps, donc les femmes sont finalement bien représentées, à l'UNESCO. L'UNESCO aujourd'hui qui mène, hein, des actions, des politiques, pour vraiment, une meilleure, représentation. Et si j'élargis donc, ma question, on va dire, aux relations internationales, de manière générale, vous, en tant que jeune diplomate, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les femmes sont suffisamment bien représentées, dans ce domaine? Quand on va parler de relations internationales, si l'on s'appuie sur l'UNESCO et sur l'ONU, on peut dire que les femmes sont totalement représentées. Mais de manière générale, il peut toujours avoir des inégalités ou des chiffres un peu moins élevés que d'autres, si je peux dire ça comme ça. En termes de pourcentage, on verra toujours des inégalités. Mais je pense que comme partout, tout le monde représente aujourd tout le monde s'arrange à respecter aujourd'hui, l'égalité, des genres. Alors, Berisha, j'aimerais, revenir à présent donc, juste avant de conclure sur vos engagements. Aujourd'hui donc, vous êtes, en début d'entretien, hein, vous avez évoqué votre parcours. On a évoqué votre parcours, on est revenu donc sur, votre vision de la diplomatie et pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui de vous engager, donc, au-delà des cadres institutionnels, notamment auprès de la diaspora et de la jeunesse? Merci Rachel pour ta question. Mon engagement dépasse largement, le cadre institutionnel, effectivement. Déjà à travers, mon association caritative Plaisir et Charité, je m'investis concrètement auprès des familles démunies en apportant un soutien matériel et moral essentiel. Par exemple, nous organisons régulièrement des distributions de vivres, des accompagnements sociaux, ainsi que des ateliers de sensibilisation à la santé et à l'éducation. Par ailleurs, je porte une attention, toute particulière à la jeunesse, notamment aux étudiants en développant pardon, des projets ambitieux pour faciliter leur accès à l'éducation et à la formation. Parmi ces initiatives, je prépare la mise en place, heu, de de, de certaines choses, si je vais dire ça comme ça, pour pas, pour pas vendre, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et l'objectif ici, est de créer un environnement, propice à leur réussite, mais aussi, à leur épanouissement personnel. Et il me paraît fondamental de créer des ponts entre la diplomatie, l'engagement citoyen et la transmission des valeurs. Mon travail au sein de la diaspora avec, les jeunes est guidé par cette conviction. C'est en reliant ces dimensions que nous construisons un avenir plus juste, solidaire et prometteur pour tous. Et je terminerai aussi parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais tu as évoqué la diaspora. Effectivement, je fais partie de
d'un groupe politique, appelé l'Union démocratique des bâtisseurs, dont le président fondateur est le chef de l'État, son Excellence Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, et dont le vice-président de la diaspora, donc la personne en charge des Gabonais à l'étranger est, monsieur le vice-président Firmin Nguema. Et je travaille avec ce monsieur depuis un bon moment déjà, et effectivement, on met pas mal de choses en œuvre pour cette, pour cette diaspora. Étant donné que je peux pas dire plus que ça, mais j'espère que, heu, les personnes qui nous écouteront, essaieront de comprendre ce que j'essaye de dire. Voilà. Finalement, Berisha, quel dernier message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui à celles et ceux qui, j'ai envie de dire, restent dubitatifs quant au multilatéralisme et quant à la capacité de l'Afrique à faire entendre sa voix dans ces espaces? Parce que ce sont des réalités, ce sont des débats que l'on entend aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez adresser comme quel message pourriez-vous adresser au final à ces personnes qui doutent du multilatéralisme et de la voix de l'Afrique au sein du multilatéralisme? On arrive déjà à la fin, on s'est tellement, on a tellement bien échangé que je n'ai même pas fait attention. Mon message, final, c'est de dire que la diplomatie n'est pas réservée à une élite inaccessible. Il faut enlever cette idée de nos têtes. C'est un espace qui s'ouvre à celles et ceux qui aiment comprendre le monde, dialoguer et servir, parce que c'est avant tout servir son pays, servir la nation, tout comme aujourd'hui je suis fière de servir la nation gabonaise. Aujourd'hui, comme, je l'ai dit tout à l'heure, je suis fière du chemin parcouru, consciente des défis à venir et pleinement engagée dans la mission qui est la mienne. Je peux pas faire autrement dans tous les cas. J'ai déjà sauté, je suis déjà là, donc il faut avancer. Et je vais simplement, donner un message à la jeunesse et notamment aux femmes, parce que je porte la jeunesse et les femmes, et j'espère qu'on pourra, enfin j'espère que je pourrai, pardon, encore avoir plus de projets à venir. Je dirais: oser. La diplomatie et les carrières, internationales ne sont pas des espaces fermés. Elles se construisent par le travail, l'engagement et la conviction que notre voix compte. Quant au multilatéralisme, il reste un espace à investir, à transformer et à faire vivre, notamment par l'Afrique. Et c'est cette jeunesse-là qui est le changement de demain. C'est nous qui sommes le changement. Donc il faut qu'on ose faire entendre nos voix. Il faut qu'on saute le pas. Parce que si on n'ose pas écrire l'histoire, les gens l'écriront à notre place. Donc si on veut vraiment ce changement de cette Afrique, si on veut vraiment que cette Afrique évolue, qu'est-ce qu'on attend? Il faut qu'on saute et qu'on ose. Donc c'est simplement ça, oser. Osons le changement, la jeunesse est un acteur clé. Exactement. Merci beaucoup Berisha pour cet échange. Merci pour tous vos éclairages à travers lesquels on comprend finalement que le multilatéralisme n'est pas un concept lointain ni théorique, mais au contraire un espace réel façonné par des choix, façonné par des coopérations et par des responsabilités. Cet épisode nous montre aussi finalement que la voix de l'Afrique dans ces espaces se construit au quotidien. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises. Elle se construit donc à travers des stratégies, des engagements et des parcours comme le vôtre. À vous qui nous écoutez, je vous laisse donc avec cette réflexion. Comment mieux comprendre ces espaces de décision pour ne pas seulement les observer ou les critiquer, mais pour y prendre part. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode de Women Shaping Diplomacy, votre podcast qui décrypte le monde à travers celles qui le façonnent.